Bonjour à tous, nous sommes le 11 avril 2024 et je suis avec Diane Lagrange qui est en direct depuis Paris, depuis la France. Je suis à Hong Kong et on va parler politique aujourd'hui, mais avant ça, on va parler un petit peu d'expatriation parce que c'est le but de la chaîne aussi. Et bon voilà, donc Diane, comment allez-vous? Bonjour Marc, merci, je vais très bien. Euh, Donc vous êtes à Paris, c'est ça? Ou région oui, c'est parisienne? ça, enfin, j'habite en région parisienne, dans les Yvelines, voilà, où je suis revenue en France il y a 5 ans, après 10 ans d'expatriation. Donc, D'accord, très bien. Donc, est-ce d'abord, que vous pouvez vous présenter en gros donc pourquoi vous avez été expatrié et pourquoi vous êtes rentré en France et ce que vous faites? oui, bien sûr. Donc, bah, voilà, j'ai 42 ans. Je suis mariée, maman de 3 enfants. Je suis cofondatrice d'une entreprise, d'une petite agence de communication. J'ai donc été expatriée. Alors, il y avait deux raisons différentes, en fait. La première expatriation en Angleterre, 4 ans en Angleterre, à Londres. Et j'étais partie, on était parti pour mon travail, en fait. J'avais trouvé un poste dans une entreprise sud-coréenne à Brighton, en Angleterre. Euh, voilà. Euh, et, euh, et la deuxième expatriation au Japon, là, on était parti pour le travail de mon mari. Alors, en Angleterre, c'est mon mari qui était venu me rejoindre. Quand on est parti au Japon, c'est moi qui l'ai suivi. Ah, très bien. Voilà, même si j'étais très contente parce que j'aimais beaucoup déjà la culture japonaise, j'avais déjà commencé à apprendre le japonais, etc. Donc j'étais ravie Et quand vous êtes, de cette expatriation. quand vous avez suivi votre conjoint au Japon, vous avez trouvé du travail là-bas? Ou- Alors moi, en fait, j'ai continué mon travail à distance, en fait, Ah, depuis, d'accord. depuis le Japon. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu de développement commercial au Japon. Bon, ça a été assez difficile. C'est quand même, c'est pas facile, j'ai trouvé, parce que faut avoir vraiment un excellent niveau de japonais pour maîtriser en fait le niveau supérieur de politesse qu'on n'utilise pas du tout dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça facile. Et puis c'est des relations qui se font vraiment avec le temps. Et puis aussi quand j'étais au Japon, donc on est resté 6 ans et j'ai eu 3 enfants en 6 ans. Donc ça n'aide Ils pas sont non tous nés au plus. Japon? Ils sont nés au Japon ou en Oui, ils France? sont tous nés au Japon, oui, tous les trois. Donc voilà, effectivement, j'étais bien occupée et voilà. Mais oui, oui, non, c'était deux très très belles expériences. Moi, j'ai été vraiment ravie. Je pense que ça a vraiment complètement changé ma vie, ma façon de penser, Votre etc. perspective Je pense et que peut-être aussi votre analyse oui, du monde et de la politique, parce qu'on a un point de vue différent quand on est oui. expatrié. Oui, oui, oui. Bah, je pense que en fait, c'est ça qui probablement qui m'a amené à m'engager. Je ne sais pas si j'aurais fait la même chose. C'est difficile, on peut jamais savoir hein, ce qui Ouais, serait ouais. passé Bon, si intéressant, on va en parler, voilà. hein. Et Mais pourquoi rentrer en France? Est-ce que c'est parce que les enfants sont nés au Japon et qu'ils ont voulu qu'ils aillent à l'école française? C'est des raisons personnelles, des raisons professionnelles? alors, c'est plutôt des raisons personnelles. Effectivement, c'est surtout l'éloignement, en fait, principalement avec la famille. Mhm. C'était vraiment super, hein, c'est un pays extraordinaire, mais c'est très loin. Et c'est vrai que ben, on voulait que les enfants grandissent plus proches de leur famille, voilà, C'est qui un bon connaissent point. leurs grands-parents. Voilà, moi, mon papa est mort aussi, et donc je voulais aussi me rapprocher de ma maman voilà, pour qu'elle soit entourée. Voilà, donc du coup, c'est un petit peu tout ça. Donc voilà. D'accord, très bien. Parlons un petit peu politique. Donc, vous aviez peut-être que c'est ce qui vous a donné envie de vous engager. Mais quand vous étiez au Japon, est-ce que vous étiez déjà engagé ou pas? Ou ça a commencé au Alors, Japon, oui, maintenant en moi, en France? fait, enfin, je suivais effectivement l'actualité, tout ça. Moi, c'est beaucoup les événements en Grèce, en fait, qui m'ont fait m'engager. En Voilà, Grèce? D'accord. oui, en Grèce. La crise économique, c'est ça? Ou...
Oui, voilà, c'est ça, en Mm. fait. Quand j'ai vu, en fait, la façon dont la Grèce était traitée, que, voilà, ils ont fait des référendums pour refuser les plans d'austérité, Mm. etc., et que bah, ça a été cool. On leur a complètement tordu le bras, en fait. Il y a eu vraiment carrément une attitude de menace. Voilà, bah, je me suis dit, bon, effectivement, c'est vraiment pas possible et on est vraiment très très loin d'une attitude, comment dire, respectant la souveraineté des peuples et la démocratie. Voilà, donc moi, c'est ça qui m'a poussé à m'engager en politique, en fait. Donc, Voilà, même alors, quel si est votre... effectivement, donc j'étais au Japon et pas en Grèce. oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait quand Mais on est au Japon, on a envie de s'engager? Bon, on regarde l'actualité en Grèce, on se dit il faut faire quelque chose. Et donc, vous avez fait quoi? Vous avez choisi un parti politique? C'était quoi le raisonnement? Quel était le processus? Est-ce que vous avez commencé à faire des actions citoyennes, par exemple tenir des bureaux de vote? Ou c'est quoi? Comment ça a démarré? oui, oui, bah en fait, alors ça faisait déjà un petit bout de temps quand même que je suivais. C'est ce qui m'a poussé vraiment à sauter le pas et à prendre ma carte dans un parti, etc. En fait, à organiser des réunions publiques, à faire campagne, voilà. Enfin, moi, j'aurais jamais pensé faire ça en fait, parce que à la base, j'étais pas très justement Très politisée. Donc politisé. voilà, D'accord. Ah, c'était, donc, c'était c'était, quel parti, quelle campagne? voilà, alors c'était un parti, je ne suis plus maintenant en fait, c'était un parti qui s'appelle l'UPR. Mais enfin, moi j'ai eu une très bonne expérience et je suis pas partie parce que j'étais pas d'accord avec les idées du parti en fait. C'était plus suite à une démotivation. Voilà, mais effectivement, voilà, je suis toujours globalement convaincue Sympathisante. par voilà, Démotivation, exactement. Et pourquoi? donc, C'est bah, parce que pas assez de militants, parce que pas, on voit que les résultats ne viennent pas. il Pourquoi y a plus eu des problèmes internes en fait Ah, donc dans comme le dans tout parti parti. avec une scission, voilà, tout ça. Donc, du coup, j'ai trouvé que c'était dommage, mais effectivement, après, voilà, je ne pouvais pas forcément grand-chose. C'est beaucoup des histoires de personnes et de voilà, enfin, donc c'est Ok, compliqué. très bien. Donc voilà. Et donc, Alors, mais oui, effectivement. Et donc, je me suis, voilà, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup plus compris un petit peu le fonctionnement de nos institutions à travers cela. Voilà, moi j'ai tenu les bureaux de vote, tout ça. J'engage vraiment tout le monde à le faire au moins une fois, à être assesseur, à voir comment ça fonctionne. Déjà parce que souvent, voilà, on manque de bonne volonté oui, pour oui, aider à organiser, etc. Et puis je pense que ça permet vraiment de se rendre compte comment fonctionnent les choses. Voilà, c'est vraiment utile à faire, je pense. Donc, tout à fait d'accord. c'est- Surtout il y a moins de participation à l'étranger. Donc, il faut faire oui, tout ce qui oui, est oui. possible pour que les Alors Français aillent effectivement, voter, c'est important. Et s'intéressent à la vie voilà, des c'est Français. ça. C'est-à-dire que, alors c'est vrai que le système n'est pas forcément très pratique pour les gens qui sont pas dans les grandes villes parce que effectivement c'est compliqué. Même si je me rappelle, il y avait un système à l'époque de vote par correspondance. Et très souvent, les gens se trompaient en fait, donc il y avait beaucoup de bulletins qui étaient nuls. C'était vraiment super Mm. dommage de voir que les gens avaient fait l'effort et en fait ils s'étaient trompés dans l'exécution. Ils avaient mis la mauvaise enveloppe ou quelque chose comme ça et du coup on ne pouvait pas accepter. Mais effectivement, il y avait quand même énormément de gens qui étaient à Tokyo, voilà, qui auraient pu venir voter et qui ne le faisaient pas forcément. Donc, voilà, quand on voit les taux de participation, sont pas, même si c'est pour venir voter blanc, si on n'est pas d'accord effectivement Ouais. avec l'offre Il faut venir, quoi, il qui faut est voter. présentée, voilà, mais effectivement, je pense que c'est quand même précieux. Très bien. Voilà, Bon, tout à fait même d'accord. si c'est pas toujours malheureusement respecté, et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je suis engagée quand, Alors maintenant, qu'on se bat. Mais retour en France et nouvel engagement. Que dites-vous des européennes? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes engagé? voilà. Alors, bah donc pour les élections européennes, moi je représente une liste qui s'appelle Nous le peuple, qui est une liste citoyenne
qui est menée par Georges Kuzmanovic, qui est le président du parti République souveraine, auquel j'appartiens aussi. Voilà, mais voilà, on n'a pas voulu faire quelque chose dans un cadre partisan. En fait, justement, on a pris un cadre plus large pour sortir justement un petit peu des querelles de partis. On ne voulait pas rentrer dans des histoires d'appareils, un petit peu de marchandage politique. Et donc, voilà, le but, c'est vraiment d'avoir un engagement de citoyens, de faire une liste citoyenne. Donc, j'engage tout le monde à venir regarder notre site qui s'appelle Nous le peuple, nous-le-peuple .fr. Et voilà, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez candidater, vous pouvez nous soutenir. Voilà, nous, nos principaux messages, hein, nos principales positions, c'est la souveraineté, parce que c'est vraiment le cœur, l'enjeu de cette élection européenne. Est-ce qu'on va conserver le droit de veto de la France? En fait, là, il y a un processus de fédéralisation accéléré en fait, qui est à l'œuvre dans l'Union européenne. Et qui pourrait changer la règle de l'unanimité. En fait, il y a eu un vote du Parlement européen en novembre qui a été d'ailleurs ratifié à l'Assemblée nationale, après approuvé, etc. en France, pour donner beaucoup plus de compétences à l'Union européenne donc mécaniquement en prendre à la France avec de pouvoir en fait peuvent prendre des décisions non plus à l'unanimité mais à la majorité et donc qu'un pays ne puisse pas s'opposer en fait et ce même sur des décisions dans des domaines aussi stratégiques que la défense et la sécurité en fait, par exemple. Donc ça me paraît quand même très très important. Voilà. Et puis voilà, on est sur donc ça c'est vraiment la souveraineté, la paix, parce que globalement on est quand même entraîné vers une guerre potentiellement assez catastrophique contre une puissance. On est une puissance nucléaire et contre une autre puissance nucléaire pour des intérêts qui ne sont pas du tout vitaux pour la France. Donc, Pour la paix, ça veut dire quoi? Ni pro-russe, ni pro-ukrainien ou oui, pro-russe? bien sûr, nous, on est pour la France, on n'est pas, on n'est pas pro-russe du tout, mais effectivement, si on se place du point de vue de la France, voilà, on n'a pas à rentrer dans un conflit aussi dangereux pour des Donc, ça veut intérêts dire comme ça. arrêter l'aide Donc, financière et matérielle? alors, ça dépend quelle aide. Voilà, nous, on est pour l'aide humanitaire, etc., quoi. Mais effectivement, tout ce qui peut nous faire rentrer dans la co-belligérance, en fait, effectivement, on est contre. Après, sur l'aide financière, en fait, on a déjà des très gros problèmes financiers en France, en fait. Donc, malheureusement, Les Français la d'abord. charité bien ordonnée, voilà, elle commence par soi-même et c'est pas en se mettant nous-mêmes dans une position très périlleuse, en fait, qu'on va du coup être d'une grande aide envers qui que ce soit. Donc, voilà. Et puis, effectivement, notre troisième axe, c'est effectivement la justice sociale. On pense que voilà, il y a une concentration des revenus, des inégalités qui explosent. Il y a tous nos services publics qui sont, on est en fait acculé à une politique d'austérité qui détruit complètement nos services publics, hein, qui sont, on pense, ce qui a fait vraiment le fait que la France soit un grand pays. Voilà. Notre Comment, slogan, c'est tout reconstruire. comment on peut définir Voilà. la liste? Est-ce qu'on peut dire que c'est une liste de gauche? Alors, non, parce qu'en fait, on a des personnalités de gauche, de droite et tout, donc on n'est pas. C'est vrai que effectivement, on a des personnes, dont Georges Kuzmanovic, qui sont issus de la gauche. À la base, il était chez la France Insoumise. Il y a avant 2017. Ah, il n'y Voilà. a pas très longtemps. Ça commence déjà à faire un petit peu de temps, mais en fait, il y a eu vraiment beaucoup d'évolutions parce que c'était l'époque où il y avait des tas de drapeaux français dans les meetings de la France Insoumise. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours le cas aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu vraiment un Ouais. changement
un changement de cap chez eux. Voilà, c'est donc bah, nous voilà, on est effectivement on s'appelle nous le peuple et on veut remettre vraiment le peuple, voilà les gens ordinaires au centre en D'accord. fait, Alors, voilà que ça soit sur les décisions prises, sur on n'a plus de référendum, c'est quand même un des piliers de notre démocratie en fait dans notre constitution. On s'appuie à la fois sur les représentants et le référendum. Et on voit que c'est complètement, on est gouverné à coup de 49.3. On se fait imposer des traités de libre-échange contre lesquels nos eurodéputés votent. En fait, on a très très peu, quasiment tous nos eurodéputés votent contre ces traités de libre-échange, que ce soit le CETA, la Nouvelle-Zélande, etc. Et en fait, on se les fait quand même imposer. Et là, le CETA, par exemple, a été ratifié, a été proposé à la ratification au Sénat. L'immense majorité des sénateurs a voté contre. Voilà, Macron a dit ça ne changera rien à son application. Il refuse de le faire passer devant l'Assemblée nationale et même Valérie ailleurs de Renaissance a dit que même si ça passait devant l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale le refusait, il pourrait quand même être appliqué parce qu'en fait, du coup, ils savent pas comment. On a perdu en fait le pouvoir de décider complètement de ce qui se passe et on voit que du coup notre agriculture est dans une situation catastrophique. On perd énormément d'agriculteurs. C'est un gros problème parce qu'on va perdre notre souveraineté alimentaire. C'est quand même un peu la c'est quoi base d'arriver à nourrir les gens, quoi. Donc, alors, la souveraineté, comment vous définissez la souveraineté? Ça veut dire Frexit? alors, ça veut dire de choisir effectivement les capacités. Ça, ça, je pense que globalement, ça risque de passer effectivement par un Frexit, c'est-à-dire la seule façon de récupérer la souveraineté sans le Frexit, ça serait que l'Union européenne accepte effectivement de retrouver une souveraineté pleine et entière pour la France. Voilà, mais ça me paraît quand même assez improbable, surtout que donc eux, ils sont partis vraiment dans le sens complètement inverse, Oui. Mais avec, est-ce, avec une mais est-ce que c'est une option, fédéralisation. est-ce que c'est une option envisagée Voilà. par Donc nous, le oui, oui, peuple? c'est une option D'accord. envisagée en fait. C'est-à-dire que voilà, si jamais voilà, en face, on dit ah bah, voilà, en D'accord. fait, Alors, on si je veut comprends bien, changer. c'est ce qui différencie avec la liste potentielle d'Asselineau et de Philippot, par exemple, qui sont beaucoup plus sur le Frexit. Vous, vous dites on veut la souveraineté, mais ça peut être le Frexit ou ça peut être changer l'Europe depuis l'intérieur, c'est ça? Bah, honnêtement, non, moi je crois pas trop qu'on puisse changer l'Europe depuis l'intérieur. Ah Mais non, je ne bon, crois pas non plus. dans le cas extraordinaire où Il est ouvert, ça. D'accord. ça serait proposé, effectivement, dans ce cas. Mais bon, globalement, je pense que ça a très très peu de chances d'arriver et donc probablement ça serait un Frexit. Ce qu'il y a, c'est que nous, en fait, on veut vraiment. C'est pas tellement le Frexit en fait qui nous intéresse, c'est le projet derrière. Qui est effectivement par exemple, redonner beaucoup plus de poids. En fait, on a un État qui est vraiment au service des multinationales hein, et plus du tout au service de la population. Donc, nous, on veut un État fort, mais qui est au service de la population, par exemple. Voilà, on veut redresser les services publics, on veut stopper la libéralisation d'EDF, de la SNCF, de choses comme ça, en fait, pour vraiment remettre ça au service de la population. Voilà, je pense en fait, il y a beaucoup de choses là. On est effectivement très endetté, etc. Mais toutes les mesures qui sont proposées vont aggraver en fait plutôt vont aggraver les choses. En fait, c'est pas en bradant les biens de l'État, etc., qu'on arrive à redresser les comptes. Hein. Voilà, et donc Ok, ouais. on veut vraiment remettre le peuple au centre de tout ça. Donc, d'où le nom de nous, le peuple. Voilà. Alors, quelle est la différence? Comment on pourrait différencier nous, le peuple, avec la liste de Filippo et d'Assolino? Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, ces trois listes. Donc, si certaines personnes hésitent, qu'est-ce que vous leur dites?
Alors d'abord, moi je pense que voilà, le plus de gens qui votent effectivement pour les gens qui sont opposés à l'Union européenne telle qu'elle est, le mieux c'est en fait. Donc voilà, globalement, je trouve que c'est plutôt bien voilà, qu'il y ait plusieurs points de vue de ce côté-là. Voilà, après effectivement, nous on est, voilà, on n'est pas forcément effectivement dans le Frexit pour le Frexit. Je pense que c'est ça vraiment notre différence principale. Voilà, et donc je vous enjoins à regarder notre projet et voir si ça convient aux électeurs. Je pense qu'après, il y a plusieurs sensibilités, etc. Nous, en fait, on est assez... parce par exemple, il peut y avoir des gens qui sont souverainistes mais très libéraux. On pense qu'on peut, comment dire, c'est pas récupérer la souveraineté si on est asservi, par exemple, à des multinationales étrangères. Voilà, si on va encore plus loin dans les traités de libre-échange, enfin, on pense que c'est pas forcément, Là, sur ce c'est pas point, forcément un mieux en fait. sur ce point, j'ai l'impression que tout le monde propose la même chose, y compris Reconquête et le RN. Donc, en fait, qu'est-ce qui différencie vraiment les... Je suis pas sûre. Alors, Reconquête, ils sont quand même globalement, j'ai l'impression qu'ils sont sur une liste, sur une ligne très, alors beaucoup plus dure sur l'immigration, mais j'ai l'impression que c'est quand même ça leur différence principale avec Renaissance en fait. Finalement, là, ils ont dit beaucoup de choses en disant l'Union européenne, c'est pas grave, on sera dedans. Il y a un petit peu voilà, de dire il y a d'autres partis de droite Oui, d'accord. par exemple le parti de Mélanie, etc. Mais en fait, quand on voit ce qui se passe en Italie, par exemple, Mélanie, elle a été élue sur l'immigration, même sur l'immigration, en fait, on peut rien faire justement si on est asservi aux règles de l'Union Ok. européenne. Là, hier, ils ont voté le Asile, pacte immigration. d'immigration, asile et immigration. Voilà, du coup, il y a forcément des amendes. On voit avec la directive retour, là, on n'a plus le droit de raccompagner les gens aux frontières, etc. Et au final, voilà, on est complètement empêtré en fait là-dedans. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la souveraineté et que les gens décident en fait de tout ça, quoi. Donc, avec beaucoup plus comment dire, de démocratie, voilà, où c'est effectivement le peuple qui se prononce sur ces questions. D'accord. Donc, si je Euh, comprends bien, vous me dites si je me trompe, la différence principale de nous, le peuple, c'est une dimension un peu plus sociale, de défense des entreprises françaises comme EDF, etc. Et plus de référendums de participation vers le peuple, c'est ça? Oui, Démocratie. c'est ça, c'est ça, Ok. c'est ça. Oui, oui, effectivement, Intéressant. on est quand même sur un programme. Là, on pense que, par exemple, justement, que ce soit les enseignants, les infirmières, enfin, il y a énormément de métiers qui sont indispensables, qui sont complètement sous-payés, où ils ont des conditions de travail complètement impossibles. Enfin, voilà, donc on est vraiment voilà, pour la défense de ces catégories, de ces catégories-là. Et effectivement, on pense que ça passe voilà, par des mesures. On a énormément, par exemple, d'aide aux entreprises privées, en fait, qui à la base ont été mises en place pour corriger notre déficit de compétitivité qui est dû justement à l'euro, à ce genre de choses, quoi. Et en fait, ça coûte énormément d'argent. Il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est un livre de Frédéric Farah que j'engage tout le monde à lire, qui est très clair et très informatique, qui s'appelle Fake State. J'aime pas les anglicismes, mais voilà, Oui, bon, c'est compris, c'est-à-dire hein. On le s'adresse faux à des État. expats. Oui, Voilà. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que on a un État qui est vraiment qui est au service donc de corporations, d'intérêts privés, etc. Et voilà, donc nous, on est pour remettre l'État d'accord. sur les rails où il devrait Très être. bien, ça me semble assez clair. Quel est quels sont vos objectifs
enfin, de la liste et de vous-même, peut-être à titre personnel, quel est votre sentiment? Est-ce que vous pensez que vous avez des chances de faire 5% et que vous voulez des élus, ou est-ce que c'est plutôt une candidature de témoignage, si je peux me permettre? C'est-à-dire, on veut voir quel pourcentage on va faire, on veut s'exprimer, on veut faire avancer nos idées, et donc c'est pas, même si on fait pas 5%, c'est pas grave, on veut juste dire ce qu'on pense. C'est quoi votre objectif? Alors, ben, on ne sait jamais à l'avance effectivement combien on va faire. Ce qu'on voit, c'est que quand dans les sondages, etc., on voit qu'il y a énormément de gens quand même quand on demande sur les idées qui sont proches de nos idées. Donc voilà, après, je sais que c'est difficile à traduire en vote, surtout quand on n'a pas énormément d'exposition médiatique. Voilà. Ça va vraiment dépendre de l'engagement de tous, hein. Voilà, on compte sur les dons des gens, on compte sur leur engagement pour participer à la liste et pour nous aider à militer. Alors, c'est un Donc bon point. voilà, ça. Vous avez parlé d'exposition médiatique. Hier, par exemple, il y a eu un débat sur les européennes, donc il y a eu les principales têtes de liste, mais il n'y a pas Kumanovic. Donc, pourquoi? Pourquoi on ne le voit pas dans les débats sur les plateaux télé avec tout le monde? Parce que globalement, enfin, c'est encore pire, effectivement. Voilà, c'est très compliqué d'avoir des invitations. En fait, toutes les règles comment dire, de l'ARCOM, etc., sont pensées pour favoriser les partis déjà existants, en fait. C'est-à-dire que globalement, on a un temps de parole qui est proportionnel, effectivement, déjà au nombre d'élus qu'on a. Voilà, et en fait, ça a été en plus aggravé ces dernières années. En fait, il y a eu des nouvelles règles qui sont passées, voilà, où avant, en fait, pour les élections, il y avait un temps de parole à peu près équitable, et en fait, ça a été chamboulé pour donner plus de parole, en fait, aux gens qui sont déjà élus, voilà, ou qui sont déjà médiatisés, quoi. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je pense que c'est globalement fait un peu exprès pour empêcher justement des nouvelles têtes, des nouvelles politiques d'émerger. Euh, voilà, Ok. on- Alors, dans l'hypothèse que vous ayez des élus, vous allez siéger dans quel groupe? bah, ouais, c'est pas forcément très très facile de trouver des groupes. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même je pense que ça donne quand même une tribune, le fait d'être au Parlement européen, qui permet effectivement à des députés, à des courants politiques de s'exprimer. Donc c'est ça notre objectif principal, parce que effectivement, en termes de groupe, globalement, bon, je pense qu'on le plus proche, hein, ça serait entre peut-être The Left et, je sais plus comment ça s'appelle, ID, en gros, mais bon, globalement, Identité, démocratie, non? ouais, c'est ça, mais on n'est pas vraiment ni dans l'un ni dans l'autre, en fait. Donc, Donc, voilà, les plus souverainistes, que ce soit à gauche ou à droite. Voilà. voilà. Ah, ou alors les non-inscrits, il Donc, y a les non-inscrits aussi. Donc, voilà. être élu, et après, une fois élu, on verra qui a envie de se mettre avec nous, quoi. Voilà, mais on voit quand même qu'on peut avoir un impact, et que on peut voilà, avoir un impact même si on n'est pas forcément dans un groupe, en fait. Quand on regarde les groupes, en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément d'accord entre eux sur beaucoup de choses. Et que il va y avoir, je sais pas, les Verts français qui, en fait, vont voter contre, justement, par exemple, les traités de libre-échange, alors que les Verts des autres pays vont voter pour. On voit que, enfin, et globalement, moi, je trouve ça, enfin, de base, hein, je trouve que cette idée de Parlement européen ne marche pas forcément très bien, parce que les positions sont différentes en fonction des pays, parce que les intérêts sont pas les mêmes, en fait. On voit que justement la droite française aussi se démarque du PPE sur pas mal de sujets. Enfin,
globalement, je trouve que cette histoire, ça marche pas très très bien, sauf pour les groupes. Il y a des groupes qui sont des groupes que d'un ou deux pays, en fait. Euh, Pirate, il y a un où, groupe pirate, non? ouais, non, je pense Ouais, plutôt, pardon. il y a un groupe de députés polonais, en fait, d'eurodéputés polonais. Il n'y a que des noms polonais, en fait, à chaque fois quand on... C'est le Euh, groupe des et Polonais, donc, des amis des voilà, Polonais. et on voit que, bon, bah, voilà, dans ce cas-là, c'est un groupe, mais en fait, c'est un groupe national, enfin, voilà, donc ça marche pas, ça marche pas super bien, globalement, cette histoire, à mon avis, D'accord. de groupe. Euh, Donc, je me posais la question aussi, citoyenne, vous avez dit que c'est une liste citoyenne. Qu'est-ce que vous définissez par liste citoyenne? Ça veut dire apolitique? Ça veut dire quoi aux ça veut citoyennes? dire, oui, c'est-à-dire que voilà, on a des gens qui sont soit qui sont pas dans des partis, soit qui sont dans d'autres partis, etc. En fait, voilà, c'est pas et c'est vraiment ouvert à tous, sans justement condition de parti. On veut vraiment éviter la tambouille politique, voilà, ou regarder le nombre de places pour tel. Enfin voilà, on veut vraiment pas être là-dedans. Donc Alors, c'est justement, en parlant ouvert. de... Par exemple, en fait, on va avoir le président du SAMU social agricole national, en fait, qui est une association qui aide les agriculteurs en difficulté de surendettement, de dépression, etc. Parce qu'il y a, je ne sais pas si vous savez, mais il y a vraiment, on est dans une grave crise agricole et il y a énormément d'agriculteurs qui sont pris à la gorge en fait par des difficultés. En plus, souvent, c'est des indépendants, ils sont tout seuls. Enfin, il y a énormément de pression sur eux et il y a beaucoup de suicides, malheureusement. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît vraiment, en fait, qui est lui-même agriculteur et qui a monté ça et qui vient en aide, en fait, à, à ses collègues qui, on est en train, globalement, ce qu'il dit lui, c'est que ce qui se passe sur l'agriculture, c'est un énorme plan social, en fait, c'est-à-dire que voilà, on pousse à la ruine et à l'abandon de la profession énormément d'agriculteurs, sauf que bah, c'est pas un plan social comme une entreprise qui a des salariés, etc. Là, c'est des indépendants. Souvent, c'est des gens qui font ça depuis plusieurs générations, dont c'est vraiment toute la vie, tout l'héritage, etc. Et c'est complètement dramatique, en fait, parce que je pense que là, au rythme où on perd des agriculteurs, ou qu'on n'arrive pas à renouveler aussi, parce que du coup, comme c'est très difficile de gagner sa vie, il n'y a plus du tout de jeunes qui veulent s'installer. Euh, eh ben, c'est vraiment très très compliqué. Je pense que les terres globalement risquent après d'être rachetées par des grands groupes, voilà, et on aura une agriculture qui n'est pas composée d'acteurs indépendants, mais Industrielle. de multinationales, industrielles et parfois même effectivement par des sociétés étrangères, hein. Et c'est vraiment c'est des conditions comme ce qu'il peut y avoir en Amérique du Sud, par exemple, où voilà, les gens sont ouvriers agricoles sur des grands domaines qui appartiennent à des entreprises étrangères. Et on a vu même ça leur donne énormément de pouvoir. Et je pense qu'elles en auront de plus en plus parce que on est dans une crise énergétique. On voit que c'est globalement, je pense que la propriété foncière va prendre de plus en plus de valeur avec le temps, au fur et à mesure que l'économie, du coup, va peut-être un peu se recentrer justement sur les secteurs primaires et secondaires. Et effectivement, ça va donner un peu de la féodalité, en fait, tout simplement, quoi, hein. C'était ce qui se passait avant, en fait. La richesse dépendait de la propriété des terres. Et donc, ce qui est en jeu, là, c'est d'arriver à garder ça en France et par des acteurs indépendants, quoi. Ok, très bien. Et vous avez parlé de place tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la liste? Il y a qui dessus? Est-ce que vous-même vous êtes candidate à quelle place?
Oui, alors moi, je suis candidate. Alors, les places sont pas encore fixées, en fait. Voilà, globalement, c'est parce que justement, on veut pas trop rentrer dans ce embrouille. Donc, je peux pas vous dire à quelle place je serai. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, j'espère être le plus bas possible, parce que ça voudra dire qu'on a attiré voilà, des personnalités qui sont connues et qui peuvent porter la liste, peut-être plus que moi qui suis pas qui ne suis pas une politicienne de premier, de premier Est-ce que, ordre. Euh, est-ce qu'il serait cool? mais D'accord, voilà, on a donc en plus de Georges Kuzmanovic, de Philippe Grégoire, on a Olivier Delorme, par exemple, qui est un écrivain, qui est un gaulliste historique, en fait, qui a été, c'est un historien, un écrivain, il est agrégé d'histoire, il a été maître de conférences à Sciences Po, il a été chargé de recherche à l'Institut Charles de Gaulle. Voilà, et donc c'est un souverainiste, il est l'auteur de 30 raisons de sortir de l'Europe. Euh, voilà, et donc il nous a fait la gentillesse de nous rejoindre. On a le prince Joachim Murat, qui est bon, c'est ça alors, un je savais pas ça. bonapartiste, voilà, Ah bon. qui est un parti qui s'appelle l'Appel au peuple. Voilà, donc, mais il vient en tant que citoyen, parce qu'on ne veut pas Oui, mais bon, justement il est ce qu'il avoir est, il a son nom, donc. des étiquettes, des étiquettes politiques, voilà. Mais donc, dans une perspective encore, effectivement, de gaullisme social, on va dire, hein. Voilà. On a Philippe Comte, par exemple, qui est dans un mouvement qui s'appelle Génération Frexit. Voilà, qui vient de changer de nom d'ailleurs, qui s'appelle Reprenons le contrôle. Voilà, donc voilà, c'est vraiment effectivement, et c'est encore en cours de constitution, on va avoir Est-ce d'autres que vous êtes personnalités. avec qui vous êtes en discussion, avec qui ça pourrait marcher? Michel Onfray, il pourrait être sur la liste, non? Bah écoutez, s'il veut venir, effectivement, il sera accueilli. Voilà, mais je sais pas si c'est son souhait de s'engager sur une liste. Je suis pas sûre. Je veux pas C'était de me l'actualité mouiller à à une sa époque. place. Voilà, mais je sais pas si c'est son Alors, souhait en ce moment. soyons fous, imaginons une proposition de faire liste commune avec Philippot, Yassulino et peut-être d'autres. Vous en pensez quoi? C'est possible Euh, ou hors de question? Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, effectivement, dans une optique citoyenne, en fait. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir que des politiques, en fait. C'est un peu le. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'est d'avoir effectivement aussi bah, des gens De la ordinaires société qui civile. représentent voilà, de la société D'accord. civile, qui représentent des corps de métier qui souffrent en ce moment, etc. Donc, mais fondamentalement, pourquoi pas, hein. Globalement, je pense que on a des points de divergence, certainement, mais bon, on a aussi effectivement peut-être des points de convergence. Il y a des gens estimables sur tout ça. Donc voilà. Ok, très Je crois bien. que la plus grosse divergence, ça va peut-être plutôt effectivement être. Nous, on est profondément, comment dire, on essaye d'être très rationnel, etc., de se concentrer vraiment sur les sujets politiques, en fait. Voilà. Donc, voilà, ce qui n'est pas forcément toujours le cas cas de tout le monde. D'accord, très bien. Une dernière question, est-ce que vous avez des référents, des personnes qui font campagne à l'étranger? Peut-être au Euh, Japon encore, des amis qui font encore campagne, qui vous aident à. Ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup d'amis effectivement à l'étranger. J'espère qu'ils s'engageront avec nous. Voilà, mais non, on n'a pas de référent encore sur l'étranger Ben, il y en a un au Brésil, en tant que liste. il y en a un qui est au Brésil qui m'a répondu, qui est Pedro. Euh,
Ah, non, alors il n'est pas au Brésil en fait, il habite aussi en France, mais il est Ah, d'origine d'accord. brésilienne et il s'est présenté, moi aussi d'ailleurs, en fait, j'étais candidate aussi à l'élection législative partielle d'Amérique Ah, sur la laquelle? deuxième circonscription en fait, bah, qui a eu lieu l'année Ah, dernière en fait, d'accord. sur Mais vous étiez en l'élection concurrence alors tous les législative. deux? Non, 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 je me suis présentée avec lui. Ah oui, J'étais la sa suppléante. co, Ah, ben voilà, voilà, très sa bien, ça recoupe suppléante. les morceaux, je ne savais pas. J'apprends quelque Voilà, chose. non, 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 je me serais pas présentée contre, contre Pedro. D'accord, oui, mais c'est embêtant Mais ça. voilà, voilà. Mais non, non, effectivement, sinon, il connaît très, très bien le pays, en fait, parce que donc, ses parents, son père est originaire de là-bas. Mais effectivement, non, non, il est basé en France. Voilà. D'accord. Globalement, on a beaucoup de contacts. Je sais on est très proche hein, aussi d'un parti grec, un parti de Zoé Constantopoulou, je crois, bah, justement, en fait, qui a pris, toujours avec la crise grecque, etc., que c'est une représentante qui a justement, qui s'est battue contre tous les abus de souveraineté faits à la Grèce. Voilà, et après, on a des liens de sympathie, en fait, avec d'autres partis. On se sent assez proche voilà, de mouvements à l'étranger qui sont un peu sur les mêmes lignes. Mais voilà, mais on n'a pas de référents Pas étrangers. encore, ça va venir. Pas encore. Voilà. Mais même si effectivement, c'est vrai qu'on par contre, oui, on a beaucoup de Georges Kuzmanovic qui est lui-même franco-serbe. Donc Ah, je savais pas ça. Il est aussi Pedro serbe de nationalité? Guenes. Et ben son père est serbe en fait, sa mère est française. Ah, mais Donc, lui, il est français. oui, Il est oui, serbe. oui, il est les deux en fait. Je crois qu'il Il est serbe aussi. Il est binational. et mais il est arrivé en France à l'âge de 7 ans. D'accord. Donc, voilà. Donc, il a quand même fait toute sa vie plutôt en Bah, France. il doit y avoir un référent en Donc, Serbie alors, quand même. Il doit y avoir de la famille qui donc, font campagne pour lui. mais c'est vrai que effectivement, on n'a pas forcément de référents basés à l'étranger parce qu'on s'est vraiment concentré sur la France Chaque en chose à son premier temps. lieu. Maintenant, voilà, c'est ça, on est complètement ouvert à toute. On lance un euh, appel à tous les Français étrangers qui voilà, le souhaitent. Donc, exactement, à tous les expatriés. ils vous contactent. Diane. Alors, c'est Exactement, exactement. Ils peuvent aller sur nous le peuple, nous-le-peuple.fr et il y a une adresse milité avec un R d'accord. at Oui, je vais mettre le lien de la nous-le-peuple.fr. vidéo et c'est déjà sur la page de l'interview écrite. D'accord, très bien. Voilà, voilà. Écoutez, c'est très clair. Est-ce que vous avez un dernier mot, une dernière réflexion, un dernier commentaire? Bah, vive la France. Voilà. Bon, c'est très C'est, bien dit. Vive la France. Merci beaucoup, Diane, et je vous souhaite une bonne Merci. campagne. Et ben pareil, merci. Au Bonne revoir. journée.